Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour tout le monde et bienvenue dans 6388, votre podcast qui vous parle de création de jeux de société. Je suis Ephiriel et pour présenter cette magnifique émission, je suis accompagné du non moins magnifique Théo Riffière. Bonjour Théo. Salut Zéphiriel, comment vas-tu ? Ça va très bien, je te remercie, et toi ? Écoute, on enregistre un nouveau format, c'est à la fois un peu inquiétant et à la fois très très excitant, donc je suis plutôt heureux. Oh oui, c'est vrai, nouveau format, et du coup je suis aussi stressé, autant stressé que d'habitude d'ailleurs. Quel est donc ce nouveau format qu'on va faire ? Tiens, je te laisse le présenter, ça a été ton idée à la base. On discutait un peu de comment est-ce qu'on pourrait parler de création et de présenter d'autres points de vue que le mien et le tien par extension. Et on est arrivé avec cette idée de se dire, bah tiens, on n'a qu'à attraper des auteurs ou des autrices qu'on connaît et qu'on aime bien, pour leur proposer de venir nous raconter un peu comment ça s'est passé, l'histoire d'un de leurs jeux, plutôt d'un jeu marquant, parce qu'il y a des choses, il y a souvent plus d'histoire derrière un jeu qui a un peu fonctionné, ou du moins qui est resté sur le marché, mais on s'exclut pas d'inviter un peu des personnes qui ont des choses à raconter autour d'un jeu d'une manière générale. Et on a un invité de marque pour ce tout premier épisode. Un invité très spécial, vraiment très excitant de ma part de pouvoir le recevoir ici, de pouvoir discuter avec lui. Monsieur Boza, Monsieur Antoine Boza, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien, chaudement, parce que c'est l'été, ça y est, et que je bosse dans un atelier qui n'a pas la clim, qui a beau être bien isolé, on crève de chaud quand même la journée. Ouais, va falloir s'y habituer, hein. Ça va être le problème des prochaines années, je pense. Clairement. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation et cette débunkage de nouveaux formats, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, j'imagine. On va essayer de parler ensemble pendant une quarantaine de minutes de toi, d'un jeu en particulier. On va y venir au fur et à mesure de se dérouler. Je nous propose de nous lancer directement dans l'émission, parce que de toute façon c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc Monsieur Antoine Boza, tu vois, tu es auteur depuis une centaine de jeux. J'ai regardé sur BGG, ça défilait quand même pas mal, dont le très connu et multiprimé Seven Wonders. Alors, évidemment, j'imagine que Camp de Présence, c'est un des jeux qu'on cite le plus facilement. Tu commences en 2017 avec Chabyrinthe, puis tu enchaînes avec Ghost Stories. La question de base que j'ai toujours envie de demander, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'envie de te lancer dans la création de jeux ? Et ben moi, en fait, j'ai commencé à découvrir le jeu de société moderne sur la fin de mes études. Donc en 2003, j'étais en formation de jeux vidéo à Angoulême, une école qui s'appelle l'Engmin maintenant, qui est assez connue, mais à l'époque, ça s'appelait pas encore comme ça, c'était la deuxième promo. Et il y avait un formateur qui s'appelle Christophe Berg, qui faisait un petit module, qui faisait un module sur un jeu de société qu'il avait développé de manière numérique, mais qui proposait aussi de temps en temps aux étudiants de la promo de venir faire un ou deux jeux de société dans un café le soir. Et j'ai recommencé à jouer à des jeux, j'avais pas joué depuis le Monopoly, la Bonne Paye, tous ces grands anciens quand j'étais gamin. Et j'ai recommencé à jouer et accroché. Et quand j'ai fini cette année de formation à Angoulême, que je suis rentré à Grenoble où j'ai continué sur ma voie, j'ai commencé à fréquenter deux clubs de jeux, la Maison des Jeux et le club Jeux en Société. Et là j'ai commencé à jouer toutes les semaines, hein. J'étais encore étudiant, pas d'enfant, donc j'ai commencé à jouer beaucoup. Et en même temps j'ai commencé à réfléchir à mes premiers protos à peu près simultanément, parce que globalement quand il y a quelque chose que j'aime bien et que je m'y intéresse, j'aime bien voir tout de suite de l'autre côté de la barrière et d'aller essayer moi-même. Donc j'ai vraiment commencé à jouer à des jeux et à faire des protos en même temps, quoi. Je pense que j'ai fait mes premiers protos avant d'avoir joué à Colon de Catane et Aventurier du Rail pour le coup. C'est intéressant parce que du coup même tu t'es lancé finalement dans des études de création de jeux, même si c'était du jeu vidéo à la base, mais donc l'envie de création elle a toujours été présente finalement. Ouais, alors moi le jeu vidéo, donc moi je suis né en 78, donc j'ai vraiment grandi avec Nintendo et Sega, et à un moment quand j'ai appris que jeux vidéo, en fait c'était un métier qu'on pouvait faire ça, forcément ado je voulais faire ça paraissait être le meilleur métier du monde, quoi, faire des jeux vidéo. Il s'est avéré que c'est plus compliqué que ça, bien sûr en pratique, mais ouais, je voulais vraiment bosser dans le game design depuis très longtemps. Déjà gamin, moi je créais mes propres jeux et je bricolais les règles des grands anciens pour faire des variantes et des modifs, donc j'ai toujours aimé casser les trucs, ouvrir les moteurs et mettre un peu les doigts dedans. C'est un truc que je fais depuis
depuis que j'ai les premiers jeux depuis l'enfance en fait. Tu es la version démonter un jeu côté jeu de société quand les autres faisaient ça avec les PC et les télés de leurs parents pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait finalement. Ouais, ça paraissait plus simple et moins effrayant que de démonter un appareil électronique. 2007, effectivement, tu te lances dans la création. Tu es, extrêmement prolifique. Tu as édité plusieurs jeux au fur et à mesure des années, quasi un par an. En 2007, tu avais déjà du coup plusieurs idées de proto quand ton premier jeu est sorti. Comment s'est passée la transition parce qu'en fait, tu as édité 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, tu as édité un jeu par an minimum. Tu avais déjà des trucs en cours ou ça s'est fait au fil de l'eau à chaque fois que tu présentais un proto à un éditeur ou les choses étaient déjà aussi longues à l'époque en termes d'édition? Alors non, c'était quand même un peu plus rapide. Les éditeurs, ils étaient un peu plus aventuriers. Ils signaient les jeux après avoir joué une partie sur un salon, quoi. Ce qu'ils font plus trop, je pense. Aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore un petit peu comme ça. Mais en fait j'ai tout de suite fait quelques protos, pas des dizaines à la fois, mais j'ai tout de suite bossé sur 2-3 idées en même temps, dont Anabi dont on va parler, et dont dans les premiers jeux il y avait effectivement Chabyrinthe et à peu près à la même époque Hurry Cup et Ghost Stories. Donc moi je pense que j'ai commencé en 2004-2005 à bricoler les premiers protos. Et le premier qui a été édité, c'est donc Chabyrinthe qui est sorti en octobre, je crois, 2007, édité par Cocktail Game. Mathieu Despnous, que j'avais rencontré sur un salon à Paris, que j'avais fait jouer avec, je me souviens, Bruno Feduti, qui était reparti avec le proto et qui m'avait appelé quelques jours après en me disant bon, on aime bien, on le fait quoi. À l'époque, ça marchait pas mal comme ça. Dès le départ, il y a pas mal de jeux assez différents dans leur promesse ludique et dans leur typologie, entre Chabyrinthe qui est plutôt un tout petit jeu de poche avec une promesse ludique qui est plutôt légère, et Ghost Stories qui est quand même plutôt un jeu plein d'ambition et un gros jeu coopératif. T'as déjà cette volonté de te dire je pars dans plein de directions, c'est simplement le fil de ta création, ou comment est-ce que ça se passe toi à ce niveau-là? Alors très franchement à l'époque je réfléchis pas quoi, je prends les idées dans l'ordre où elles arrivent et puis je me pose pas trop de questions. Je me souviens que Chabyrinthe, à un moment j'ai retravaillé le proto vraiment pour la gamme Cocktail, parce qu'à l'époque donc, il y avait pas mal d'éditeurs francophones, mais celui qui avait la gamme la plus définie et la plus identifiable c'était quand même Cocktail, avec ses petites boîtes en métal et ses cartes format carré. Donc je sais qu'à un moment je me dis puisque cet éditeur existe et fait spécifiquement ce genre de jeu, je vais essayer de modeler mon jeu dans cette gamme pour avoir plus de chance en lui présentant que ça colle au-delà de l'intérêt qu'il avait pour le jeu quoi. Et c'est ce qui a plutôt fonctionné d'ailleurs pour le coup, puisque je t'ai dit après une partie il est parti avec mon proto. Mais à l'époque j'ai plusieurs idées, je travaille un peu je suis un peu bordélique, donc je travaille un peu sur tout à la fois et je vois un peu quelle idée avance, quelle idée stagne. J'allais dire Théo, le côté on signe sur un coin de la table le contrat en buvant une bière, c'est ce qu'on a beaucoup répété déjà dans l'émission. Du coup, je pense à quand est-ce que ça a vraiment changé, quand est-ce que ça s'est professionnalisé, mais on va peut-être pas répondre à la question. Est-ce que vous avez, on va peut-être répondre rapidement à la question, si vous avez vous une idée du moment où il y a eu un shift du côté ok, c'est de plus trop à la bande franquette, mais il y a une professionnalisation pure qui est arrivée. Moi j'ai pas vécu trop l'avant, donc c'est Antoine qui le saura mieux je pense. Mais j'aurais du mal à te dire, il y a eu un moment, il y a eu la bascule quoi, petit à petit ça s'est fait. C'est vrai que moi tous mes premiers jeux globalement on les a signés après y avoir joué lors d'un salon, d'une rencontre, et puis au bout d'un moment effectivement les éditeurs sont un peu plus posés les questions, un peu plus réfléchis en termes de produits, de est-ce qu'ils allaient arriver à le vendre avant de signer le jeu, ce qui me paraît être une très bonne chose d'ailleurs dans l'absolu. Je suis plutôt inquiet si aujourd'hui un éditeur après une seule partie me dit c'est super on le fait, j'ai plutôt tendance à lui dire oula calme-toi, rejoue-y au calme avec d'autres personnes, sans moi, sans l'ambiance du salon, et puis si après 5 parties t'es toujours partant, on signe un contrat, mais voilà, je saurais pas dire, je dirais que c'est dans les années 2010, moi c'est vraiment ça c'est vraiment sur mes premiers jeux ça se passait comme ça, et je pense que dans les années 2010 effectivement là où ça a commencé à être l'essor, que les tirages ont été plus gros, que du coup peut-être les risques financiers sont devenus plus importants, et que les gens sont professionnalisés, parce qu'effectivement à l'époque c'était encore vraiment des bandes de potes, on se tapait dans la main, on faisait une partie et c'est parti, on verra le contrat plus tard, on dit qu'on fait le jeu quoi. Et au bout d'un moment effectivement les gens se sont mis à être un peu plus posés et c'est devenu un business un peu plus raisonnable, un peu plus sérieux dans le courant des années 2010 je dirais. Pour revenir à toi, du coup je le comprends un peu dans ton discours, je vais te poser la question quand même, mais toi tu es plutôt mécano que thématique dans tes jeux j'imagine. Alors pour le coup non, moi je travaille vraiment à base de la thématique et plus particulièrement de l'histoire. Mais effectivement, sur les premiers jeux, et notamment sur Chabyrinthe et Anabi, j'ai quand même vachement réfléchi en termes de contraintes de matériel en fait.
mais c'était vraiment plus les exceptions et les errances du début. Maintenant je travaille vraiment sur la thématique et encore plus sur la narration, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter, et après j'ai besoin de mécanique et de matériel pour le raconter correctement, et à ce moment-là j'y réfléchis, mais au début je travaillais vraiment sur un bout d'histoire que j'ai envie de faire. Le fait est que pour Chabyrinthe, comme je te disais, j'avais déjà essayé de formater un peu le jeu dans une optique de production pour que le matériel corresponde à l'éditeur pour avoir plus de chance. Et sur Anabi, on en parlera peut-être après, il y avait aussi une contrainte de prod au moment où je travaillais sur les premiers prototypes. Et du coup, on va passer à 2010 et justement à Anabi et Ikebana qui sera du coup réédité en 2011 sous le nom de Anabi. Juste pour le côté historique, qu'est-ce qui a changé entre les deux noms? Est-ce qu'il y a eu une modification réelle du jeu ou c'est juste un côté marketing? Donc la première édition, donc 2010, Anabi et Ikebana, c'est les 12 singes, et il y a deux jeux en fait, c'est deux jeux différents qui utilisent le même matériel. Et en fait, quand je fais jouer Mathieu Despnous au jeu, grosso modo, il tombe amoureux d'Anabi, et il aime pas trop il aime moins, on va dire, je suis pas à sa place, il aime moins le deuxième jeu, et il me dit, moi je suis super intéressé pour l'éditer. Et quand il me dit ça, dans ma tête, c'est il réédite les deux jeux, puis en fait il me dit, ah non, on fait qu'Anabi, l'autre on le vire, on garde que Anabi, quoi. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'à l'époque, en fait, quand je propose les deux jeux, pour moi, le vrai jeu, c'est l'autre. C'est celui qui s'appelle Ikebana. Et Anabi, c'est plus une espèce d'expérimentation de créature de Frankenstein, un peu pour voir comment les gens réagissent, mais je pense pas que ça peut plaire aux gens, parce que c'est un peu trop tordu au moment où je travaille dessus, en fait. L'idée, du coup, pour rester sur Anabi, tiens, toi Théo, ta première expérience avec Anabi, ça a été quoi? Je pense que c'est à l'époque où je bosse au Labo de Merlin, donc une boutique de jeux. Et je découvre le jeu de société contemporain, j'achète plein de trucs, ce moment où t'es un peu boulimique, lune de miel du jeu. Et je pense que c'est Ben le gérant, ou Christophe, qui est un autre copain qui m'a beaucoup apporté de jeux contemporains, qui était le président de l'assaut de Magic dans lequel j'étais, qui m'a dit « Ah, t'as joué à Anabi ?» Je dis « Bah non, je sais même pas ce que c'est. » Ouais, joue à ça, tu vas voir, c'est ultra bien, quoi. Et je me confronte au jeu, donc Anabi, pour le pitcher en vraiment le moins de mots possible, j'imagine que tout le monde le connaît, sinon allez voir, c'est un coopératif où on doit faire une suite de cartes avec l'idée brillante et qu'on n'a pas accès aux cartes qu'on a en main. Tous les autres joueurs et joueuses autour de la table voient ce qu'on a en main, mais nous on ne le voit pas. Et donc le jeu repose sur jouer les cartes dans le bon ordre ou donner des indices aux autres sur les cartes qu'ils ont en main. Et je joue à ça et je me souviens que je me prends vraiment une véritable petite claque ludique de me dire wow, c'est possible de faire ça, et c'est tellement un jeu avec... Et on va y revenir parce qu'on est très curieux de comment cette idée est arrivée là, mais c'est tellement un jeu avec une idée majeure et absolument brillante qui est je ne peux pas voir les cartes que je peux jouer, mais les autres peuvent le voir et vont me donner des infos, que je suis... Je crois que c'est un des premiers jeux qui me souffle un peu, quoi. Il y a vraiment un truc estomacant de... Putain, l'idée, elle est tellement belle, quoi. Antoine, du coup, est-ce que tu te souviens de ce moment où la première idée arrive? Comment est-ce que tu arrives à ce pitch de Anabi? Alors ouais, complètement. Alors ça va peut-être être un petit peu long, mais en gros, je commence à travailler sur l'autre jeu, donc qui à l'époque s'appelait Anabi. Attention, il faut suivre. Allez, donc l'autre jeu à l'époque s'appelait Anabi, parce qu'au début j'avais qu'un seul jeu, et à nouveau j'étais parti de la thématique des feux d'artifice. Et comme les feux d'artifice en japonais c'est aussi l'idéogramme des fleurs, j'avais l'idée de faire ces espèces de cartes colorées qui représentent à la fois des fleurs et des feux d'artifice. Et du coup je fais un premier jeu, donc qui est un jeu compétitif, qui est un jeu de combinaison en fait, un peu une sorte de variante du poker où tu essayes de faire, chacun reçoit 5 cartes une après l'autre. Tu as la possibilité en dépensant des points de rejeter des cartes pour améliorer ta combinaison, et au bout d'un moment tu scores des points pour la combinaison de 5 cartes que tu as fait devant toi, avec les combinaisons classiques, les foules, les carrés, tout ça, quoi. Donc il y a ce premier jeu qui à l'époque s'appelle Anabi, qui est donc complètement compétitif et qui n'a rien à voir avec le Anabi actuel. Et ce jeu finalement accroche une toute petite éditrice qui s'appelle... alors la boîte s'appelait Caravelle Édition, et c'était Camille, je sais plus son patronyme malheureusement, que je fais jouer, parce qu'à l'époque je fais beaucoup de jeux de rôle, donc du coup je me retrouve à la faire jouer au jeu sur un salon de jeux de rôle, et ça l'intéressait aussi de faire des jeux de société, et elle adore le jeu, elle me dit moi ça me dit bien, je veux éditer ce jeu là. Et moi je lui dis pas de souci, on signe un contrat. D'ailleurs à l'époque j'ai un contrat quelque part, et du coup je réfléchis le problème c'est que c'est un tout petit jeu, et c'est un tout petit éditeur qui clairement a vraiment pas pignon sur rue. Est-ce que je peux pas trouver une idée pour que le jeu ait un côté un peu plus original, un petit truc qui fait qu'il se dénote, et qu'on arrive avec cette édition qui allait être modeste à sortir du lot, quoi.
Et du coup, je me dis, est-ce que, comme dans le jeu, j'ai que du matériel très simple, donc il y avait déjà les cartes de valeur 1 à 5 en 5 couleurs avec la répartition différente, il y a plus de 1 que de 2, que de 3, que de 4 et de 5. Je me dis, avec ce matériel qui est relativement standard, je dois pouvoir arriver à faire un deuxième jeu en fait. Et je me dis, ça peut être chouette de dire dans la boîte, avec le paquet de cartes et les jetons, vous pouvez jouer à 2 jeux, vous pouvez jouer à Anabi et à Ikebana. Donc je commence à travailler sur une deuxième règle, ce qui me prend un peu de temps à trouver un deuxième jeu, et entre temps Caravelle Édition ferme. Parce que la gérante, je crois, avait des... Alors je pourrais pas te donner de détails, mais je pense qu'elle avait des soucis perso, et en plus, voilà, c'était un éditeur de jeux de rôle dans les années 2000, autant dire que c'était pas évident de gagner sa vie. Donc entre temps, la boîte ferme, donc je récupère les droits, et pas de bol, c'est à peu près au moment où j'étais content, où j'avais 2 jeux différents, donc Anabi et Ikebana, et en me disant, voilà, ce petit jeu, il aura, contrairement à tous les autres petits jeux de cartes qui sortaient à l'époque, il aura ce truc que les autres n'ont pas, à savoir, en fait, tu auras 2 jeux pour le prix, ce qui me semble être une bonne idée à l'époque. Il faut plus le faire, les éditeurs font jamais plus 2 jeux dans la même boîte, c'était pas une bonne idée. Non, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont essayé ça il y a pas très longtemps et qui se sont ramassés. Voilà, je pense que là maintenant tout le monde a retenu la leçon, faut pas le faire en fait, faut mettre qu'un seul jeu dans une boîte, c'est très bien. Mais bon, à l'époque ça paraît être une bonne idée. L'éditeur ferme, et du coup je me retrouve à discuter avec les 12 singes, qui sont aussi à l'époque un petit éditeur de jeux de rôle, qui aussi ça les branchait bien d'éditer des petits jeux de société, et ils me disent nous ça nous plaît bien, là Anabi, Ikebana c'est chouette, on peut faire, il y a 2 règles qui sont cool avec le matériel, on est partant, laisse-nous le jeu, on va y jouer, et on serait partant pour l'éditer quoi. Et du coup, il récupère donc on refait un nouveau contrat, il récupère le proto, il joue aux 2 jeux, donc, qui à l'époque sont 2 jeux compétitifs, et qui sont 2 jeux en fait, dans lesquels des jeux de combinaison et de points différents, mais on va dire dans le même type de jeu quoi. Et ils reviennent vers moi et ils me disent, alors ouais c'est cool, on a envie de le faire, par contre on a un souci, les deux jeux dans la boîte c'est une bonne idée, entre guillemets, à nouveau les guillemets de 2022 sur cette idée de 2008 ou 2009, mais les 2 jeux que tu nous as fait, en fait ils sont trop proches, et du coup on pense que pour qu'on soit pertinent à proposer 2 règles avec le même matériel, il faut vraiment que ça soit 2 jeux différents. Et sur le coup je fais, oui vous avez raison, effectivement, ok, j'y réfléchis quoi. Et donc je repars en créa, et là je galère pendant très très longtemps, et jusqu'à un moment en fait où j'ai l'idée de prendre les cartes à l'envers, et je modifie le deuxième jeu pour que ça... Alors c'est toujours un jeu compétitif où il faut faire des combinaisons, mais en piquant des cartes dans la main des adversaires, puisqu'on voit leur main et qu'on voit pas la nôtre en fait. Et je teste ça et ça marche pas du tout, c'est une catastrophe. Quand je le fais tester, déjà mon premier groupe de testeurs, qui est encore un de mes groupes de testeurs aujourd'hui, ça marche pas du tout, mais par contre tout le monde fait le coup des cartes à l'envers, par contre c'est vraiment cool, dommage que ça marche pas parce qu'on aime bien quoi. Donc je repars à ma table de travail avec mon proto, et je recommence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire avec ces cartes à l'envers qui soient cool quoi. Et je trouve pas, je galère, je trouve pas, donc je suis tout seul sur ma table de mon salon en train de prendre mes cartes à l'envers, à me demander ce que je peux faire. Et à ce moment-là, l'air de rien, il y a mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse d'ailleurs à l'époque, qui passe derrière moi, qui me voit à la table en train de galérer avec ma carte à l'envers, et qui lâche sur le ton de la conversation, mais pourquoi tu fais pas un jeu coopératif, t'aimes bien ça toi les jeux coopératifs quoi. Et là je fais, mais oui, mais évidemment. Et le soir même, on a testé Anabi, et le jeu a quasiment pas changé depuis ce jour-là en fait. Ok, ça a été c'est vraiment la révélation comme dans les films américains sur la phrase de base quoi. Ouais, tu sais ce truc-là, alors les gens qui ont fait un peu de créa, ce truc-là où à un moment t'es enfermé dans ton scope de création, et il y a un truc qui te fait prendre du recul et qui t'apporte une solution là où toi en fait avec tes œillères t'étais pas capable de l'avoir tout seul quoi. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé, et j'ai vraiment dans la journée j'ai fait le design d'Anabi, on a retesté le soir, et alors il y a des petits détails qui ont changé, bien sûr c'était pas parfait du premier coup, mais l'expérience de jeu dans la journée, le soir, elle était là, et elle est restée ouais. Ton point de départ sur la création du jeu, ça a été vraiment le fait de mettre les cartes à l'envers ou... Alors sur Anabi, sur la partie Anabi, c'est vraiment cette idée de prendre les cartes à l'envers pour pas faire comme d'habitude en fait, c'est vraiment parti de là ouais. Ça a été une forme d'épiphanie pour toi de dire tiens je vais tester de faire un truc comme ça, ou il y a eu un moment
moment, un déclenchement qui s'est dit tiens, ça a jamais été fait, juste je vais tester de faire un truc? Alors je me souviens que tu vois, du coup c'était un peu particulier, parce que comme j'avais déjà le prototype complet du jeu, illustré et tout, puisqu'il y avait un deuxième jeu en fait, quand je travaillais sur Anabi, j'avais vraiment le matos devant moi, et j'essayais de le déplacer, de voir comment je pouvais agencer une mécanique en jouant avec le matériel. Et il y a vraiment eu ce moment où j'ai récupéré les cartes à l'envers et je me suis dit ça c'est cool, il y a moyen de faire quelque chose. Mais c'était une demi-épiphanie, puisque la première version avec cette idée-là était vraiment pas bonne, quoi. C'est vraiment quand j'ai pris le spec coopération, donc il y a vraiment eu en deux temps, si tu veux, il y a eu deux demi-épiphanies, on peut dire. C'est beau de voir aussi que du coup Anabi partage avec Magic, comme on n'aura jamais Richard Garfield, je peux spoiler cette histoire qui a connu un peu de tout le monde, mais que Magic a été créé parce que Richard Garfield voulait faire éditer Robo Rally à l'époque, et que Wizard of the Coast lui a dit bah on aime bien ton jeu mais on n'a pas la trésor, vas-y fais un petit jeu de cartes avant et on avisera après. Et là pareil, il y a ce côté tu fais un jeu et tu te dis ouais attends, je vais en faire un deuxième dedans. Et donc Anabi qui est un succès majeur et un jeu qui a changé la manière dont on pense les jeux, je pense, est arrivé comme étant un dérivé de Ikebana qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Ouais, complètement. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi quand il y a les deux jeux dans la boîte, le vrai jeu c'est l'autre en fait. C'est le jeu un peu formel, carré, on fait des combinaisons, on marque des points comme d'habitude. Et Anabi c'est un peu l'expérience de laboratoire qu'on vous donne à côté si vous avez envie d'essayer. Mais globalement je pensais que c'était l'autre jeu qui allait rester à ce moment-là, puisque tu vois, selon ma faible expérience de game design à l'époque, le jeu un peu sérieux qui reprenait un peu les règles du game design, c'était l'autre, quoi. On fait des combinaisons, on score des points, celui qui a le plus de points à gagner. À l'époque, j'avais pas joué à grand-chose et ça paraissait logique. Là, t'es en train de finalement de dire le vrai jeu et l'OVNI, et c'est intéressant comme principe à l'époque, parce que finalement en 2007, alors je suis plus du tout joueur de plateau à cette époque-là, donc je me rends pas compte. Mais est-ce que le jeu moderne à l'époque n'a pas du tout d'OVNI, c'est-à-dire on reste vraiment sur du jeu peut-être un peu à l'allemande où on marque des points et on sait où on va. Est-ce que du coup t'as cette sensation d'OVNI, je veux dire, est-ce qu'elle est vraiment pour toi, dans le sens, il n'y a rien du tout sur le marché qui ressemble à ça, et du coup j'ai peur que, pas une peur ou autre chose qui fait que ça puisse être bizarre, ou est-ce qu'il y a vraiment une tendance à ce type de jeu qui sort, parce que 2007 il doit y avoir peut-être Elixir ou ce genre de jeu un peu fantasque, je veux dire, qui commence à exploser un peu. Est-ce que pour toi c'est un peu la même chose ou pas du tout? En fait c'est plus par rapport à ma propre culture ludique de l'époque, quoi. Comme j'ai vraiment commencé à jouer et faire mes premiers protos, je connaissais pas grand chose, donc naturellement je me rapprochais de choses que je connaissais. Puis effectivement, moi les clubs où j'ai traîné, c'était quand même beaucoup c'était une des grandes époques de Knizia, c'était les jeux à l'allemande avec des scorings, des trucs très formels et tout. Donc je pense que par défaut, tu vois, c'était une espèce de biais culturel de dire en fait les jeux que les gens ils vont apprécier, c'est les jeux qui sont plutôt carrés comme ça, très formels, et pas les trucs un peu rock'n'roll, funky qui sortent des clous. Donc je pense que c'était vraiment lié à ma propre culture ludique de l'époque. Et c'est intéressant du coup parce qu'on a, il y a un truc qui, à mon sens, ressort pas mal de cette expérience-là, c'est de dire, c'est pas parce que tu n'as pas de culture ludique profonde que tu peux pas apporter quand même quelque chose de nouveau, de rafraîchissant ou qui sort du lot, parce que justement tu ne l'as pas, cette culture, et donc tu vas peut-être regarder en outside of the box, comme les Anglais, sur la façon de jouer, sur la façon d'apporter quelque chose au monde du jeu. Je trouve ça super intéressant, non Théo? Clairement, moi j'abonde dans ton sens, hein. Il y a un peu les deux écoles de pensée, et je trouve les deux trucs se prêtent assez bien. À la fois, je trouve qu'on voit des auteurs et des autrices qui ont une très très grosse culture ludique, qui ont digéré beaucoup de jeux, qui ont réfléchi beaucoup de jeux, et ça peut faire des chefs-d'œuvre vraiment importants. Et à la fois, on voit des fois sortis de nulle part un auteur ou une autrice dont on n'a jamais entendu parler, qui ponctuellement font d'ailleurs un seul jeu extrêmement brillant et puis après redisparaissent dans la création, parce que soit ils n'ont pas eu spécialement d'autres idées, soit même ça les intéressait pas. Et les deux font des choses, font des résultats que je trouve aussi pertinents que ponctuellement, vraiment très jolis et très brillants. Ouais, je rejoins ce que dit Théo. En fait, ce que je trouve, c'est souvent en fait des jeunes auteurs qui, sur des premiers jeux, qui arrivent vraiment avec des concepts vraiment nouveaux, quoi. Je pense que quand on a fait beaucoup, ça devient un peu une mécanique bien huilée, et c'est plus difficile de trouver des trucs vraiment originaux.
originaux. Moi, je pense qu'Anabi, c'est le seul truc vraiment original que j'ai fait sur tous les jeux que j'ai fait. Tu vois, le reste, il n'y a pas vraiment de révolution mécanique ou quoi que ce soit, quoi. Et souvent, effectivement, les idées qui sortent un peu des sentiers battus, c'est effectivement des jeunes auteurs, jeunes dans le sens, dans le genre professionnel, hein, pas forcément, ils sont pas forcément jeunes. Et parce que du coup, effectivement, peut-être qu'ils ils sont moins en référence à une culture et à tout un tas de jeux auxquels ils ont joué. Donc c'est vachement intéressant pour ça. Et je trouve que c'est vraiment super. C'est un pan de la création que je trouve super intéressant. Ouais, comment effectivement un cerveau frais arrive à sortir des sentiers battus on va dire que les cerveaux fatigués suivent par confort, peut-être. Du coup, c'est intéressant parce qu'on l'a beaucoup répété et tu l'avais beaucoup dit, Théo, sur le côté. C'est ok de faire qu'un seul jeu et de pas se mettre la pression sur la suite et de juste dire ok, c'est ce qui me suffit. Et c'est ok aussi de s'en servir pendant tremplin pour se dire c'est cool, j'ai une appétence pour ça et de se lancer dedans. Et je trouve ça intéressant qu'on revienne sur ce discours un peu de tout est ok et en vrai on peut faire qu'un seul Shadow dans sa vie et repartir sur autre chose, ça marche. T'allais enchaîner, j'imagine, sur le conducteur, je te laisse la parole. Ouais, même si ça m'amène une question qui est intéressante par rapport à ce que tu dis sur ça. C'est à cette époque-là, toi Antoine, t'es toujours instit, si je dis pas de bêtises. T'es pas encore devenu auteur à temps plein. Est-ce que c'est un truc dont tu rêves, que t'envisages, ou tu fais plus je fais des jeux pour faire des jeux parce que ça me fait plaisir et peu importe l'éditabilité du truc à la fin, ce qui compte c'est la création. Alors pour le coup à l'époque, ouais, je suis pas en train de projeter, je veux absolument faire ça. Je pense que je suis même pas en train de réaliser que c'est possible en fait. Tu vois, pour moi j'étais sorti du jeu vidéo et jeu vidéo, t'avais des boulots, des salariés, ça pouvait être ton boulot. Le jeu de société, en plus moi tu vois, je viens du jeu de rôle, où autant dire qu'à l'époque des auteurs qui vivent du jeu de rôle, il y en avait pas. Donc j'étais pas vraiment en mode ça va être une activité à plein temps professionnelle quoi. J'imagine pas que c'est possible à ce moment-là. Si je reviens effectivement sur le conducteur, un élément, mais je pense que tu y as un peu répondu au travers de tes précédentes réponses, mais Anabi a un truc qui est assez marquant et qui a assez marqué le milieu, c'est cette notion de joueur alpha qui disparaît. Donc le joueur alpha, c'est le joueur qui prend les décisions pour le groupe pendant une partie d'un jeu coopératif, qui est plutôt perçu comme un défaut pendant toute une période. On y est un peu revenu, mais à un moment il y avait vraiment ce côté de il faut que dans un jeu coopératif il n'y ait pas de problème de joueur alpha parce que c'est relou la personne qui décide pour tout le monde. Anabi est souvent un peu érigé en parangon du jeu qui évite ce problème de joueur alpha, parce que comme on n'a pas accès à toutes les données, on ne peut pas complètement driver une partie. Toi, c'est quelque chose que tu réfléchis à ce moment-là en termes de notion de jeu coopératif ou pas du tout ? Alors pas du tout, moi je réfléchis vraiment rien à ce moment-là. Je dis c'est vraiment mes premiers jeux, je fais ça complètement à l'instinct et je sais même pas ce que c'est à l'époque, tu vois, le genre, surtout des jeux coop adultes, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, donc je fais vraiment pas attention. À partir d'Anabi, après j'en ai fait plusieurs et c'est devenu une réflexion où effectivement je me dis alors comment je peux limiter ce facteur dans le design et tout. Mais alors à l'époque d'Anabi, pas du tout quoi. Je dis ça s'est vraiment mis en place dans une après, mais il se trouve que ça répondait bien à cette question, mais c'était le pur hasard de la démarche créative quoi. En termes de proto, du coup finalement attends, tu as résolu un gros souci sur le côté coop en une après-midi, et en fait t'es passé d'un jeu quasi injouable, tu disais, sur le côté compétitif en carte cachée, à un jeu qui est complètement jouable et plus intéressant en une après-midi, c'est ça ? Ouais, il y a vraiment eu ce déclic. À partir du moment où j'ai envisagé ça comme un coopératif, en fait, ça s'est mis en place un peu tout seul. Ouais. Ça, c'est vraiment le meilleur moment de la création. Ça arrive pas, malheureusement, ça arrive pas souvent. Mais quand à un moment, t'as un déclic et tout s'enchaîne et toutes les briques viennent se caler, tu sais, tu termines ton Lego là et tout se met bien. Ça, tu t'en rêves, mais malheureusement, c'est pas tous les jours. Ouais. Tu l'as peut-être dit, je m'excuse parce que j'ai eu un brain fart à un moment dans la discussion. Anabi, le nom et le côté feu d'artifice, j'ai entendu à un moment que tu l'as fait et je m'excuse. C'était rapport à quoi ? En fait, Anabi, en japonais, ça s'écrit avec fleur et feu, en fait. Donc du coup t'as cette espèce de dichotomie et du coup je trouvais ça assez élégant parce que j'étais à nouveau, là on n'a pas parlé du thème, mais à l'époque le Japon c'était aussi un thème original. Aujourd'hui ça l'est un peu moins. Donc j'étais assez content de ce thème-là. Et t'avais le côté, du coup, Ikebana, donc c'est l'art de l'arrangement floral. Donc c'est ça utilisait les mêmes caractères. T'avais le caractère de fleur en fait qui s'utilisait dans les deux mots japonais. Et donc il y avait une espèce de cohérence entre les deux mechas, les deux noms et les idéogrammes. Donc il y avait un truc assez élégant que j'aimais bien que personne voyait, parce qu'il fallait déjà connaître les idéogrammes japonais pour les voir. Mais moi ça me plaisait bien et c'était vraiment un des moteurs qui a donné tiens, si je faisais deux jeux, parce que du coup il y a cette double lecture
lecture le caractère fleur qui apparaît à la fois dans l'arrangement floral et à la fois dans les feux d'artifice, quoi. Donc le point de départ, c'est pratiquement un jeu de mots en japonais, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. À partir du moment où j'en fais deux, il y a un peu un twist sur tiens, c'est le même caractère dans les deux, bah pourquoi ne pas faire deux jeux, ouais. Et au niveau de la conception, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a 55 cartes aussi dans le premier prototype, parce qu'à l'époque, et c'est moins le cas maintenant, quand tu imprimais un jeu, en fait, sur une planche offset, tu mettais en format traditionnel de carte européenne, tu mettais 5 x 11 cartes en fait. Et en fait, s'il y a 55 cartes dans le jeu, c'est vraiment parce que j'avais remarqué que notamment les jeux de cartes Amigo, ils faisaient soit 55, soit 110. Et parce que si tu faisais un jeu de 57 cartes, bah, ça te coûtait aussi cher que 110 parce qu'il te fallait imprimer une deuxième planche pour tes cartes en fait. Donc il y avait aussi cette contrainte là de dire on va se débrouiller en rentrant en 55 parce que je sais qu'après si c'est imprimé sur une seule planche sur la rotative, quoi. Au niveau de l'édition, parce que tu t'es arrêté au moment où tu disais que tu l'avais présenté au 12 singes, c'est ça ? Ouais, deuxième éditeur qui reprend après donc la disparition de Caravelle, c'est les 12 singes. Et ensuite, t'as récupéré tes droits dessus pour le faire rééditer chez un autre leader qui doit être Cocktail Games, si je dis pas de bêtises. Alors en fait ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc en fait l'édition 12 singes c'était vraiment une toute petite édition. Je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a eu 2 tirages de 1000 boîtes en fait de cette version là. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui l'ont, gardez-la précieusement parce qu'il n'y en a pas beaucoup si vous avez cette première édition. Et en fait le 12 singes, tu vois, qui est un petit éditeur français de jeux de rôle, bah du coup c'est un peu le maximum de leur réseau, quoi. Ils n'ont pas de contact à l'export et tout. Et en fait quand Mathieu Despnous, Cocktail Game, joue au jeu et aime le jeu, il me dit il faut qu'on voit avec eux parce que nous on trouve ça très chouette. Et nous par contre on a les moyens, on a l'envergure pour porter le jeu au-delà des frontières de l'Hexagone, quoi. Donc en fait ils ont dealé avec les 12 singes. Et en fait on parle de Cocktail Game, mais en fait Anabi c'est une coédition, et c'est toujours le cas, c'est une coédition des 12 singes et de Cocktail Game. C'est juste qu'en gros c'est Cocktail Game qui maintenant gère la barque, quoi. Alors le jeu a été exporté, comment il a été reçu au Japon ? La question que je me pose, bête mais qui est intéressante. Alors je pense qu'il a mis du temps à sortir au Japon. Au Japon, pour l'anecdote, on m'a offert des versions reskinées de Hanabi quand j'y suis allé. Les gens gentiment venaient m'offrir des plagiats de mon jeu en disant regardez, on a fait une version avec des Magical Girls, regardez, on a version... Alors, c'était très gentil, quoi, parce qu'ils n'ont pas du tout la notion de en fait là vous avez vampé mon travail et vous avez refait votre truc, quoi. Surtout qu'ils le vendaient pas vraiment, toi, c'est des petits tirages que tu trouvais, voilà. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont joué, qui ont aimé et qui l'ont réadapté avec des thématiques. Après le Japon à l'époque c'est vraiment, ça l'est encore, mais à l'époque c'est vraiment un micro-marché, donc tu vends pas, à part 3 fans qui ont dû trouver une boîte en import qu'ils ont dû payer les yeux de la tête, il n'y avait pas grand monde qui a joué au Japon, donc. Ouais, on a vu que le Japon c'était un marché assez particulier avec Isobret. Ouais, et il y a quoi, 10 ans, 15 ans, t'imagines que c'était vraiment à part un magasin à Tokyo qui fait de l'import, tu trouvais pas de jeu européen, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes de tests ou du jeu à rapporter qui sont, je veux dire, en dehors du scope de ce qu'on a discuté ou... Alors sur le test, il y a vraiment eu ce côté des testeurs qui n'aiment pas du tout la première version et qui aiment bien l'idée de garder les cartes à l'envers, qui fait que après je réfléchis en gardant le truc qui marche et en transformant dans le jeu en coop. Non, ce que j'ai pas dit, c'est pareil si vous avez la toute première version. La toute première version a été faite complètement à la maison, parce que c'est mon épouse qui a fait aussi le graphisme, les illustrations, la typo, le titre. En fait, quand on est arrivé chez les 12 singes, on leur a fourni les fichiers presse, quoi, car directement on avait vraiment tout fait nous-mêmes, ce qui était aussi un avantage, parce qu'à nouveau c'était pas leur métier, ils savaient pas forcément bien le faire. Nous on est arrivé, et ça a peut-être joué dans leur décision, de dire en plus nous on vous fournit les fichiers presse, vous avez qu'à payer l'imprimeur et vous avez même pas de graphisme à faire et tout. Donc la première version était vraiment complètement faite à la maison. Je pense qu'on retrouve des photos, hein, j'en avais posté sur Twitter et tout, on doit retrouver la version Anabi Kebana qui a été donc illustrée et maquettée par Albertine Ralenti. Au niveau des tests et de toi, ton ressenti, comment est-ce que ça se passe sur le fait que Hanabi, c'est un jeu qui prend vachement son corps dans la répétition, c'est un jeu qui repose un peu sur des conventions de jeu et des manières de jouer que tu apprends avec ton groupe au fur et à mesure.
comment est-ce que ça se passe, notamment aussi sur la gestion de la difficulté avec ton groupe de testeurs-testeuses. Est-ce que tout le monde trouve ça vraiment trop dur et impossible et ça fait râler les gens, ou est-ce que le défi est intéressant? Est-ce que très vite tu te rends compte qu'il y a des manières de jouer qui émergent? Alors sur la frustration, non, parce que comme tu as ce côté de scoring, tu as toujours le moyen de faire mieux à une partie, même si tu fais pas le score maximal, donc ça n'a pas été un souci. Pour le coup, par contre, à l'époque, je me rends pas du tout compte de toutes les conventions différentes qui vont se mettre en place dans les groupes, parce qu'en fait, je teste beaucoup avec les mêmes personnes à l'époque. Donc j'ai en fait mon scope est assez restreint, et il y a plein de choses qui sont pour moi émergentes une fois que le jeu est sorti, auxquelles j'ai pas pensé, auxquelles en interview je vais dire oui bien sûr c'était complètement prévu que les gens trouvent des conventions, j'y avais pensé évidemment, alors que pas du tout, clairement pas. Est-ce qu'on peut parler un peu du contrat que tu as eu, alors pas forcément avec les 12 singes qui remontent un peu, mais ça peut être intéressant de voir l'évolution, et de comment ça s'est passé avec la reprise chez Cocktail Games, je retrouve. Est-ce que tu es à l'aise avec ça du coup? Oui, non, j'ai pas de souci avec ça, dis-moi. Le premier contrat que tu as eu avec les 12 singes, qu'est-ce qu'on t'a proposé? Qu'est-ce que tu as signé en fait en termes de pourcentage des acomptes? Et comment s'est passé finalement le retour? Et ensuite, pour la deuxième question, comment l'évolution du contrat a eu lieu vers Cocktail Games, et est-ce qu'il y a eu des avenants en termes de pourcentage? Alors du coup, je te dis ça sous le réserve de ma mémoire, parce que j'ai pas ressorti les contrats, mais je pense que le contrat 12 singes, il n'y avait pas d'avance à mon avis. Et je pense que le pourcentage, donc c'était le pourcentage classique chiffre d'affaires pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par l'éditeur quand il vend les boîtes au distributeur. Je sais même plus qui était le distributeur, pour te dire. Et je pense que c'était quelque chose comme 7 ou 7%, peut-être 8, je sais pas. Franchement, je sais plus, mais il n'y avait pas d'avance parce que, à nouveau, on s'embêtait pas avec ça. Ça faisait des transactions en plus, quoi. De trop. Et ça se faisait... Non, mais tu sais, les avances, ça se faisait pas tant que ça. Ça s'est vachement généralisé, mais à l'époque, c'était à nouveau, on se tapait dans la main, on faisait les jeux et c'était cool, quoi. Et les éditeurs annulaient beaucoup moins les jeux aussi. C'est peut-être pour ça que les avances se sont. Ah ouais, les annulations, ça existait pas en fait. Les annulations de jeux, les gens ils disaient ouais c'est cool, on le fait, puis ils commençaient à bosser le lendemain, et puis dès que c'était prêt, ils se posaient pas la question de est-ce que ça va se vendre, est-ce que finalement on a vu. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas d'annulation à cette époque-là, quoi. Donc effectivement, on se prenait pas la tête sur je veux absolument une avance et tout, quoi. Sachant que moi j'avais un boulot à plein temps à côté, tu vois. De toute façon, c'est pas 300 balles d'avance qui allait changer ma vie, quoi. Donc voilà, et du coup il y a eu un nouveau contrat fait avec Cocktail Games, du coup, puisque c'était une nouvelle édition où il y avait Cannabis, donc là ça fait l'objet d'un nouveau contrat qui était tripartite d'ailleurs, parce qu'il y a toujours 12 singes, et je pense que, ça je suis à peu près sûr, je suis pas sûr qu'il y ait eu une avance, pareil, je sais que c'était 8% en fait le contrat de Cocktail Games 12 singes à ce moment-là, donc le contrat que Anabi, boîte métal chez Cocktail Games en distrib chez Asmodée du coup. Et je peux te dire que j'ai renégocié ce contrat-là, parce qu'en fait, alors pareil, ça se fait plus, mais à l'époque les contrats étaient pas mal en renouvelables tacitement au bout de 5 ans. Alors que maintenant, en tout cas tous les contrats qui sont sous la maison Asmodée sont plus en mode contrat à vie, vous n'allez nulle part 70 ans après votre mort et tout ça. Mais à l'époque il y avait beaucoup des contrats renouvelables tacitement au bout de 5 ans. Et comme 5 ans après le jeu avait eu le Spiel, je sais que j'en ai profité pour aller voir Mathieu Despnous en disant mon contrat arrive à terme, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour renégocier un petit peu à la hausse les droits d'auteur? Et du coup Mathieu, une fois qu'on a eu le Spiel, il pouvait pas trop dire non, puis il est plutôt réglo et c'est plutôt un bon gars sur les contrats, et du coup le contrat était passé de 8 à 10%. Ouais. Pas mal, voilà. Pas mal du tout. Alors pas mal, mais ce qu'il faut voir, si tu veux, pour finir avec les sous, c'est que la majorité des boîtes ont été vendues en Allemagne suite au Spiel, où le jeu est exploité en licence par Abacus Spiel en fait. Donc Abacus reverse un pourcentage des ventes d'Anabi à Cocktail Games, qui du coup après divise en deux entre moi et lui, mais lui sa part il la redivise en deux entre 12 singes et Cocktail. Donc ça, voilà, c'est même 10%, je crois qu'on avait calculé, je crois que c'était 7 centimes la boîte ou 14 centimes la boîte, je sais plus si c'était l'un ou l'autre avant la division. Ce qui relativise quand même pas mal les choses. J'allais dire, justement, j'allais te demander sur l'export si le contrat était le même ou s'il y avait des... Et ben en fait, il y avait donc les États-Unis et l'Allemagne auxquels c'était en licence, sachant que là Cocktail Games fait plus de licence. En fait, les éditeurs ils essayent de
pas faire de la licence, parce qu'en fait tu gagnes vraiment très peu d'argent, mais du coup voilà, la version qui a eu le Spiel, c'est la version d'Abacus Spiele, et du coup on récupérait quand même des clopinettes financièrement sur cette version-là. Beau tour d'horizon. Théo, est-ce qu'on fait un point sur tout ce qui est outillage, logiciel ou ce genre de choses? On peut, mais en même temps, comme Antoine, tu nous as bien parlé du fait qu'il y avait déjà le proto et que on est sur un jeu de cartes et que c'est du coup c'est Albertine qui a fait tout le graphisme illustration. Ouais, je sais pas s'il y a si t'as grand chose à rajouter sur la construction du proto en lui-même. Non, bah, je t'ai dit, moi c'est l'avantage d'avoir une épouse qui est graphiste de formation, c'est pour faire des jeux, c'était bien, parce que moi bien sûr je suis incapable de faire un truc propre, quoi. Mais non, il n'y avait pas spécialement de contraintes matérielles ni quoi, donc si tu veux une anecdote, dans la version de Singe, il y a une ligne de règle qui a sauté en fait dans la règle, qui était très importante, qui était après avoir joué une carte à Nabi et l'avoir validée, il fallait piocher une carte. Et la phrase repiocher une carte a sauté, ce qui était quand même ce qui en fait provoquait quand même un gros bug dans les règles. Les gens naturellement repiochaient une carte, puisque c'était bien marqué quand tu défaussais t'en piochais une, mais on s'est aperçu quand même que dans la règle, la phrase qui était en bas de mon document Word, en fait, au moment de la maquette, c'était fait la malle. Et techniquement, si tu suis la règle sans y réfléchir, en fait le jeu ne fonctionne pas, puisqu'au bout d'un moment t'as plus de cartes, quoi. Dernière question un peu libre, est-ce que tu as des conseils, le conseil à donner aux jeunes auteurs, aux personnes qui se lanceraient ou qui hésiteraient à se lancer? Alors qui hésiteraient, je pense qu'il y a des gens qui ont peur, mais non, il faut se lancer, en fait, il faut faire des jeux, il y a quand même, ça c'est très chouette. Et moi le conseil que je donne régulièrement, c'est souvent ne faites des jeux, en fait, ne faites pas qu'un jeu. Il y a quand même énormément, je pense, de jeunes designers qui mettent énormément d'énergie, de temps et d'âme, j'ai envie de dire, dans leur proto, quoi. Et je trouve ça toujours un peu casse-gueule, parce que ça veut dire que si t'arrives pas à le faire aboutir et que c'était ton objectif, c'est en termes de déception, ça peut être assez énorme. Et puis surtout, en fait, globalement, tes premiers jeux sont forcément moins bien que les suivants, donc t'as intérêt à en faire plusieurs tout de suite pour apprendre des choses, faire des conneries et rapidement faire progresser ton game design. Donc le conseil que je donne le plus souvent, c'est faites pas un jeu, faites des jeux, quoi. Ça, c'est un bon conseil. Théo, est-ce qu'on valide? À fond, moi, c'est vraiment le truc aussi rien que sur ce côté de... Moi, c'est un conseil que je donnais vraiment aussi pour le côté quand on est bloqué, en fait. Et à un moment, le game design, c'est dur, et à un moment, on peut être face à une impasse. Et pour moi, une des meilleures solutions pour réussir à sortir un peu de la tourmente quand on est complètement bloqué sur un jeu, c'est d'en faire un autre. Parfois en oubliant complètement le premier, parfois en le laissant tranquillement mûrir sur une étagère pendant des mois et des mois, mais effectivement se griller le cerveau et se griller son énergie et ça arriver sur des niveaux de fatigue importants. Parce qu'on essaye à tout prix de trouver la solution à des jeux qui des fois n'en ont pas. Ça peut vraiment être épuisant. Ouais, complètement. Ouais. On arrive au bout de ces 45 minutes, en tout cas c'est ce que me dit mon compteur, donc on est plutôt pas mal. Un dernier mot, quelque chose qu'on aurait oublié de dire ou de raconter, Théo, qu'est-ce que tu en penses? Oh non, dans les derniers mots, merci Antoine, on te revoit pour parler de tes autres succès dans de prochains épisodes. Parce que t'es plutôt un auteur multi-long-seller, donc je pense que ça le fera plaisir de papoter avec toi de Tokaido, Takenoko, Seven Wonders ou d'autres. En tout cas, merci d'avoir participé à ce premier crash test et cette toute première version de 6388 carnet d'auteur-autrice, donc merci beaucoup pour ça. Cette version qui ne s'appellera pas 5480, on est d'accord, toujours pas. Non, toujours pas, non, ça marchera pas. Attends, c'est quoi le format des cartes carrées d'Anabi? Ça doit être 70. Ouais, les carrés c'était 70. On en a pas parlé, mais d'ailleurs c'était une aberration. Cocktail, du coup, à l'époque faisait encore que des cartes carrées et c'était très chiant les cartes carrées pour Anabi, parce que du coup tu pouvais moins les décaler et tout. Enfin, on est vite repassé à des cartes rectangulaires, mais ça c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais en termes du X, c'était une très mauvaise décision qui était liée au fait que tous les jeux de l'époque de Cocktail dans ce format-là étaient en cartes carrées aussi, même si c'était pas le meilleur choix en termes d'expérience à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, on a le droit à la version grand feu, qui est la version assez un peu director's cut parfaite de Anabi. Ouais, et qui a encore un format différent parce qu'il y a des porte-cartes, donc du coup c'est des cartes plus fines pour pouvoir tenir dans le porte-cartes. Ouais. Très belle version qui a pas si bien marché que ça d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'en fait une des forces d'Anabi c'est que tu le payes 10 balles et que tu le mets dans la poche aussi, je pense. Et c'est marrant que tu précises que les cartes sont pas carrées, parce qu'en fait en revoyant du coup le jeu maintenant, je me rends compte qu'elles ne le sont pas et que j'avais en tête que comme la boîte c'est une boîte carrée, que les cartes étaient carrées aussi. Et ouais, mais il y a eu plein d'édits, même chez Cocktail il y a eu plein de versions du graphisme qui a changé, et la première chez Cocktail c'était en carte carrée, puis après j'ai dit si on peut repasser en rectangulaire.
spectaculaire, c'est quand même mieux pour l'expérience. Mais il y a eu pas mal d'éditions avec des illustrateurs différents et tout. Je saurais même pas te dire combien de versions il y a eu du jeu pour le coup. Moi j'en ai 3, donc c'est déjà pas mal. 3. Écoute, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux, merci Antoine, donc comme le disait Théo, d'avoir accepté de cette expérience un peu unique. J'espère qu'on te retrouvera dans l'émission pour parler d'autres choses. Mon cher Théo, on se retrouve à la prochaine émission avec un immense plaisir, et en vrai avant ça j'espère. Oui, normalement, vous le savez pas parce qu'on enregistre les émissions en décalé, mais normalement on se voit avec Zephyriel la semaine prochaine. Ça m'emplit d'un bonheur très important. Voilà, je rappelle que 6388 est une émission du vaisseau Hyper Sensas, le VHS, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre Discord et à regarder sur notre page internet, voir notre Patreon si vous avez quelques piécettes à nous lancer. Merci à vous, prenez soin de vous, ciao. Bisous. Fin de transmission.